Bonjour. Lorsque Fabien Wallos m'a proposé de participer à ce colloque, j'ai hésité car l'esthétique n'est pas un de mes domaines de réflexion directe. Il a insisté sur l'apport d'un regard extérieur, étranger en somme ou exilé, et il m'a convaincu. D'où ces quelques réflexions. Personne n'est chez soi, dit Emmanuel Lévinas. Ou encore, personne ne peut rester en soi, qu'on peut aussi décliner « personne n'a de chez soi ». C'est dans le nulle part d'un désert que, par exemple, s'est donné la loi hébraïque, un manuel de vivre ensemble, ce qui ne veut pas dire entre soi, tout le contraire. Avoir le droit d'être soi, c'est être sans être sûr de son droit, de sa place au soleil, selon l'image de Pascal. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Rousseau, plus tard, attribuera la responsabilité des guerres et des crimes à celui qui fit de son terrain un enclos, alors que la terre n'est à personne. Dans l'occupation tranquille d'un quelque part, c'est peut-être la place d'un autre qui est occupée. La conscience exilique, c'est-à-dire la conscience née de l'expérience exilique, mais applicable à l'expérience humaine en tant que telle, serait cette condition qui fait que je ne force pas un autre à l'exil. Je renonce à mon quelque part. Je renonce à un moi défini par un quelque part, un soi par un chez-soi, et je n'habite que le nulle part. Ce nulle part est un démenti apporté à l'ordre spatialisant, et non son contraire, de même que la folie n'est pas l'opposé d'un esprit sain. Le nulle part, notion qui ne doit pas effrayer puisqu'on l'accepte lorsqu'elle est portée par les vagues de la mondialisation. Le nulle part dégage un espace éthique, pour l'éthique. Pour accueillir l'autre, il me faut un nulle part, car un quelque part serait le mien. Le sien, l'autre l'a quitté. Un quelque part qui serait trop modélé à mon image. Les migrants qui arrivent aujourd'hui sur les terres européennes, venant de la mer et du désert, amènent ce nulle part dans notre ici. Et c'est ce qui les rend politiquement et mentalement indésirables. Non pas le là-bas dans l'ici, polarité soutenant le thème de l'étranger et les migrations antérieures, mais l'ici et le nulle part. Ici et là-bas soutiennent un ordre spatial qui à son tour les définit, une rationalité topologique que le nulle part vient dissoudre, alors que l'hétérotopie de Foucault, quoique menaçante, la conforte encore comme une exception, la règle. L'exilé habite le nulle part, faute d'habiter dans le quelque part abandonné ou dans le quelque part qui l'accueille mais qui n'est pas le sien. Dans une logique territoriale, celle des espaces contrôlés par des passeports et des visas, des espaces striés, le migrant habite un espace découpé dans l'espace, à l'instar de l'image cinéidétique. Dans l'espace d'accueil, le corps exilé, non intégré, non mal accueilli, ce qui est la réalité de la situation migratoire actuelle, le corps migrant apporte avec lui un espace autre, qui brise la continuité du premier, qui en défait l'homogénéité. L'exilé continue d'habiter son espace d'origine, ou plutôt un fragment découpé dans l'espace d'origine, continue de l'habiter dans l'espace d'accueil. On peut le saisir anecdotiquement, la gastronomie ou le vêtement, ou plus profondément, la langue, l'imaginaire. À l'inverse, s'il est admis que le migrant habite le nulle part et que moi, l'accueillant, je dois me déplacer dans ce nulle part qui devient commun, ce mode d'être au monde, habiter le monde sans habiter quelque part, peut être nommé habiter le monde en poète, reprenant les vers peut-être trop cités dans le poème attribué à Hölderlin. Telle est la mesure de l'homme,
riche en mérite, mais poétiquement toujours, sur terre, habite l'homme. Dietrich von der Bench. La traduction ici est celle d'André Dubouchet. Le même poème dit « Voudrais-je être une comète ? Je le crois, parce qu'elles ont la rapidité de l'oiseau. Elles fleurissent de feu et sont dans leur pureté pareilles à l'enfant. » Pureté du mouvement, le vol de l'oiseau, le tracé de la comète. Habiter poétiquement le monde, c'est à l'évidence habiter le monde comme on habite le langage. Une évidence qui semble échapper à la floraison d'interprétation, manipulation du vers de Hölderlin du côté de la doxa heideggerienne ou de la bienséance écologiste. Habiter le langage ne se fait pas dans une pensée du territoire, avec ses incidences inévitables, l'occupation, la domination, mais dans l'écart, le glissement, l'absence, toute modalité de l'éthos exilique. Rien pour l'être, tout pour l'autre. Ce n'est pas parce qu'en allemand sein signifie être et sien qu'on doit poser l'identité au prisme de l'appartenance. Le langage efface le réel pour le désigner, assénait Hegel. Il faut s'y habituer. Le faut-il? Lorsque l'effacement du réel cache un effacement du sujet dans le réel, une disparition qui n'a pas à être comprise négativement, la littérature, en tant que travail sur la langue, viendrait témoigner, dans une première perception, pour dire qu'il manque désormais quelque chose, que le réel est perturbé, intranquille. On peut appeler ce manque prélèvement ou saisie ou exil. Comment le dire, ce nulle part, afin de déposer son expérience dans une mémoire, une transmission? Je baptise ce processus poétique de l'exil et n'en donnerai ici qu'un exemple, la traduction. Les exilés sont forcément des traducteurs d'eux-mêmes d'abord, ce qui correspond à l'empirisme textuel dans la mesure où le texte traduit n'existe que dans son exil de l'espace langagier de l'original, duquel il a été prélevé. Walter Benjamin le disait explicitement dans son essai sur la traduction lorsqu'il théorise le pur langage, celui qui n'existe que du commerce de toutes les langues. Je cite, « La liberté, assumée dans sa propre langue, s'atteste bien plutôt en faveur du pur langage. Rédimé dans sa propre langue, ce pur langage, exilé dans la langue étrangère, le libérer grâce à la réécriture de sa captivité dans l'œuvre, telle est la tâche du traducteur. » Je cite ici ma traduction effectuée avec Laurent Lamy et parue en 1997 dans la revue TTR. Walter Benjamin continue en donnant une image explicite. Quelle signification pour le rapport de la traduction et de l'original conserve ici le sens? Une comparaison le montrera. Tout comme la tangente ne touche le cercle que de façon fugitive et en un seul point, et que c'est juste ce contact, non le point, qui lui assigne la loi selon laquelle elle poursuit à l'infini sa marche en ligne droite, de même, la traduction touche-t-elle le sens de l'original de façon fugitive, et seulement en un point infiniment petit, pour de là suivre son propre cours, selon la loi de fidélité dans la liberté du mouvement langagier. Fin de citation. Le sens de l'original n'est pas reproduit, mais simplement un fragment en est arraché, prélevé, ce qui suffit à la recréation. Fragment est aussi la clé d'une autre métaphore centrale dans l'essai de Walter Benjamin. Je cite, « En effet, de même que les débris d'une amphore, pour être réassemblés, doivent correspondre les uns aux autres dans les plus petits détails, sans être pour autant identiques, ainsi la traduction, au lieu de se mouler sur le sens de l'original, doit-elle plutôt, dans un mouvement d'amour et jusque dans le détail, reproduire son mode de visée dans la forme de sa propre langue, de telle façon qu'à l'instar des débris formant les fragments
d'une même amphore, original et traduction, deviennent reconnaissables comme les fragments d'un langage supérieur. Fin de citation. À cet égard, se dire exilique tel que manifesté en traduction est l'équivalent textuel de l'image synidétique, car il renvoie à un monde linguistico-textuel tel qu'il apparaît après le prélèvement traductif, avec la conscience des conditions de saisie, de sorte que l'image puisse être faite, la conscience des conditions de ce qui est laissé derrière soi, après s'être saisi d'un fragment du monde, pour citer l'argumentaire de notre colloque. Les débris, les fragments, sont reconnaissables en tant que tels, une reconnaissance qui ouvre l'accès au langage supérieur, au langage pur, le langage en tant que langage. Un texte est prélevé sur la langue, un poème sur l'esthésis, une traduction sur l'original. Quelque chose manque. Mallarmé l'a dit, et Walter Benjamin le cite pour penser la traduction en parlant obliquement ou tangentiellement de la philosophie. Je cite, « Car il existe un ingénium philosophique dont le trait le plus spécifique est la nostalgie de cette langue qui s'annonce dans les traductions. » Et là, il cite Mallarmé, « Les langues imparfaites en cela que plusieurs manquent la suprême. Penser étant écrire sans accessoire, ni chuchotement, mais tacite encore l'immortelle parole. La diversité sur terre des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon, se trouveraient par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité. » Et Benjamin continue. « Si ce que pense Mallarmé en ces termes est applicable en toute rigueur aux philosophes, alors la traduction, grosse des germes d'une telle langue, se tient au point médian entre l'œuvre poétique et la doctrine. » Fin de citation. Walter Benjamin insiste sur l'incommensurabilité des langues, leur essence pétrie d'altérité qui les place au cœur du devenir historique, la traduction n'étant qu'un, je cite, qu'un mode somme toute provisoire de composer avec la xénophanie des langues. Fin de citation. Avec Laurent Lamy, à la mémoire duquel je dédie cette communication, nous avions traduit par xénophanie le Fremdheit allemand, la qualité d'être étranger, c'est-à-dire l'appartenance à un monde autre duquel se détache ou s'arrache la langue pour parvenir à la rencontre. Pour le dire autrement, le texte migre de la langue d'origine vers ou dans la langue d'accueil, mais comme le migrant, il conserve la mémoire de l'origine et la mémoire de la migration. Si bien que traduire, c'est être off, O-F-F. Être off par rapport à un texte, comme on peut l'être par rapport à une institution ou à une culture, à la fois se tenir à côté et entretenir un rapport dialectique. Je ne suis pas face à, je suis à côté. Et être à côté veut dire posséder mon cheminement, mon histoire, ma mémoire, ma culture, tout en même temps, être dans ou être avec, être dans ce qui arrive à l'autre. Que cela m'arrive à moi aussi. Il est arrivé quelque chose à l'autre qui a fait qu'un texte a été produit et il faut que je partage cette expérience-là à partir de ma propre expérience, en parallèle, à côté, off. En français, je peux difficilement le traduire parce que si je dis à côté, le à côté dégage un sémantisme porteur d'un risque de secondarité. Mais à Avignon, le festival off n'est pas moins intéressant que le festival officiel. Le parallélisme ne dessine pas non plus le sémantisme du off. Reprenons donc avec. Avec vient du apud latin, qui veut dire à côté de deux. Il en retient l'idée, mais il y ajoute une idée de coopération, de négociation, de collaboration, un travail commun. Je suis celui avec celui qui a écrit. Être traducteur, c'est être avec. Je ne suis pas contre lui, je ne suis pas en face de lui, je suis avec lui. Quelqu'un subit une épreuve, compassion, sympathie, souffrance partagée.
Je suis avec toi, non, tu n'es pas avec moi, et pourtant, peut-être que oui. La traduction exige la capacité d'être off, d'être avec. L'essayiste Svetlana Boym a fondé un pan de sa réflexion sur le off. Développé, je cite ici quelques titres de Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, ou encore Architecture of the Off-Modern. Dans le catalogue Promesses du passé, paru aux éditions du Centre Pompidou, figure un de ces textes sur cette condition du off moderne. L'adverbe off, écrit-elle, brouille notre sens de l'orientation. Il nous fait explorer les ombres et les coulisses plutôt que la voie droite du progrès. Il permet de nous écarter du récit déterministe de l'histoire du XXe siècle. Le off-modernisme, continue-t-elle, a offert une critique à la fois de la fascination moderne pour la nouveauté et de la réinvention non moins moderne de la tradition. Dans la tradition off-moderne, la réflexion et le désir, l'éloignement et l'affection vont ensemble. Je cite ici dans ma traduction un passage de son livre The Future of Nostalgia. Le off ou l'oblique, dans son recueil Pensées classées, Georges Perec livre une précieuse esquisse socio-physiologique consacrée à la lecture. Il rejette l'idée d'une lecture linéaire, séquentielle, lettre après lettre, mot après mot, ligne après ligne, pour en faire le dépouillement perceptif de l'ensemble du champ de lecture à la recherche des indices signifiants, mots-clés, formes syntaxiques ou typographiques reconnaissables, style, au point de dégager une sémiotique particulière. Il la présente, je cite, un certain art de la lecture, et pas seulement la lecture d'un texte, mais ce qu'on appelle la lecture d'un tableau ou la lecture d'une ville, pourrait consister à lire de côté, à porter sur le texte un regard oblique. Fin de citation. Ce regard indirect assurerait la mémoire de l'avant, puisqu'il tiendrait à distance l'ensemble de la construction et donc sa nature de construction. Regard oblique, ou pour le dire avec Henri Méchonic à propos de la traduction, décentrement. On peut donc le dire par la traduction, par le off, par l'oblique, ce nulle part. La traduction en tant qu'écriture, incluant ou non un transfert interlinguistique, ce que le romantisme allemand a parfaitement illustré. Traduction comme écriture. Une écriture par la trace, du côté de Derrida, par la fuite, du côté de Deleuze. Le texte traduit vient après. Son seul présent est dans l'après. Un découpage dans le temps. Le présent découpé pour laisser apparaître de l'avant qui a été prélevé. Le concept dédoublé de Walter Benjamin, la survie ou survivance, Überleben ou Fortleben, qui vient qualifier la traduction, défait l'idée d'une rupture entre espace textuel original et espace textuel traduit. Le premier se prolonge dans le second. Le prélèvement, si on tient à cette idée, n'est pas chirurgical. La survie est le mode de la vie sous le régime de l'inachevé. Exemple, le fragment ou le posthume. Des découpages du présent qui laissent apparaître le passé, dans le cas du posthume, ou le futur, dans le cas du fragment. Dans le cas du posthume, Kafka ou Pessoa, le lecteur est invité à moduler sa lecture en tenant compte de ce qui l'autorise, insérer l'absence dans le présent d'une lecture. L'inachevé suggère un mode d'écriture et un mode de pensée, à la fois parce qu'il garantit l'universel en tant que totalité non fermée et le progrès en tant que quête permanente, et parce qu'il proclame une injonction quant au travail spéculatif. Ce que développait ainsi Antoine Berman, l'horreur de l'impensé, voici la faute de toute pensée. Il y a une volonté du savoir de tout représenter, de tout porter à la clarté, à sa clarté, pour laquelle l'impensé apparaît nécessairement
comme quelque chose de négatif. Mais l'impensé témoigne des limites essentielles de la pensée, des limites qu'elle doit respecter pour rester une pensée de la pensée des choses. Fin de citation. L'impensé, autre nom de l'intraduisible, c'est-à-dire de ce qui ne peut être prélevé. Nous nous orientons dès lors vers une seconde perception, opposée, divergente de la littérature. Non pas sur la piste d'un éparpillement, mais plutôt d'une dissémination. Tout est germe, dit un fragment de Novalis, ce que suggère l'image de la harpe éolienne du même Novalis, reprise par Walter Benjamin dans son essai sur la traduction. Les sons se répondent les uns aux autres comme le font les pensées, comme le font les phrases, comme le font les êtres, composant une immense trame de résonance et d'analogie, la sympoésie des romantiques allemands. Loin de l'image blafarde d'un romantisme désespéré, celui-ci se retrouve positivé, une entreprise de connaissance non totalisante, une saisie du monde menée selon une exigence éthique, la conscience des conditions du prélèvement, et définissant cette exigence. Une écriture serait alors celle qui renvoie dans son énonciation et son énoncé au chaosmos, dont elle est issue, puisque le terme deleuzien décrit adéquatement l'espace langagier, un arrangement d'un matériau aléatoire. L'idée m'en est venue en visionnant pour un festival cinématographique dimanche dernier un dessin animé intitulé Hurlevent, créé par Frédéric Doazan en 2019. Dans cette œuvre, un vent violent vient souffler sur les pages d'un livre au point de déloger les lettres qui s'envolent et se mêlent à une gigantesque bataille entre alphabets. En contrepoint, le code sémiotique numérique qui, lui, ne se poserait pas la question cinéidétique, puisqu'il n'aurait pas de substrat initial. Cette écriture cinéidétique dont le coup de dé malarméen donne l'esquisse se trouve dans les expériences des lettristes, des dadaïstes, des kabbalistes, pour ne citer que ces trois catégories de magiciens de la lettre. Je précise que le film de Frédéric Doazan est encore visible cette semaine en se rendant sur la plateforme du festival Rencontre internationale Science et Cinéma. Il vous suffit d'aller sur l'internet en suivant le lien polymagou, PO2LYMAGGOO.kinov, KINOW.tv. Ces magiciens de la lettre semblent tous nous dire que l'ordre langagier est celui d'un flux continu et que les actes de langage, voire nos langues, doivent être considérés comme des instantanés, des fixations qui ne doivent pas effacer la conscience du flux qui aurait pu produire d'autres chaînes de signes, d'autres langues, que le réel sur lequel a été prélevée une image soit découpé ne lui enlève pas sa réalité. Mais dans l'ordre du langage, le prélèvement ne garantit pas un substrat initial, une matérialité organique. Au contraire, une fois ôté le verrou d'une transcendance maîtresse du verbe, l'abîme guette. Walter Benjamin l'évoque dans la fin de son essai sur la traduction quand il écrit « Les traductions de Hölderlin sont des archétypes de leur forme. Même en regard des versions les plus abouties, elles se posent comme l'archétype face au modèle. C'est précisément pourquoi elles sont hantées, comme nulle autre, par le profond péril originel attaché à toute traduction, que les portes d'une langue si élargie et si maîtrisée ne retombent et n'enferment le traducteur dans le silence. Les traductions de Sophocle furent la dernière œuvre de Hölderlin. Le sens s'y effondre d'abîme en abîme jusqu'à risquer de se perdre dans les gouffres sans fond de la langue. » Fin de citation, toujours dans la traduction que j'ai co-signée avec Laurent Lamy, parue en 97 dans la revue TTR, que vous pouvez trouver sur la plateforme Érudit.
On se souvient aussi de la lecture que fait Deleuze du Schizo et des langues de Louis Wolfson, dans laquelle il voit dans la déconstruction de la langue par Wolfson un procédé de résistance contre l'ordre apparemment fixe fourni par le langage. La langue est prise dans une migration infinie, une ligne de fuite ou une ligne de sorcière, dirait Deleuze. Et par conséquent, l'accueil du migrant, le sujet en migration, le porteur de l'éthos migratoire, le défenseur du droit d'exil, l'accueil du migrant, le plus nomade d'entre nous aujourd'hui, pour reprendre l'interrogation deleuzienne, l'accueil du migrant doit être accueilli sur ce modèle, sur un espace lisse, qui serait l'espace de toutes les errances et de toutes les rencontres, à l'opposé du régime limitatif et cartographique des espaces striés. L'antériorité du langage, en d'autres termes, ne serait donc pas dérangée par le prélèvement qu'un énoncé opérerait en sa matière, puisqu'il n'y aurait pas d'antériorité, ce qui nous donne une inspiration éthique à préserver dans le cas de l'accueil du migrant. Si Lévinas nous enjoint d'être certain qu'occupant une place au soleil, je ne déloge pas un autre, cela voudrait dire que dans l'idéal éthique, l'ordre du monde ne serait pas perturbé par le déplacement, par le nomadisme, par l'exil. Quand cette matière est dans le regard éthique, la question cinéidétique ne se poserait pas. Merci de votre attention. Je demeure évidemment disponible pour toute question, même si je ne sais pas très bien quel en serait le véhicule.